suis un membre de l'administration publique depuis maintenant pas loin de 35 ans. Petit à petit, de fil en aiguille, je me suis spécialisé dans la question du paysage. Alors, il y a quelques temps, Cécile Duflo a sorti un bouquin. Vous savez, de celle dont on m'a parlé tout à l'heure, dont Pierre Laroutoux a parlé tout à l'heure comme une candidate possible à la primaire. Et dans ce livre, elle dit « Le paysage, pour moi, ça évoque un condensé de Pétain et des Babacoots. » Je vais essayer de vous démontrer pourquoi c'est pas vrai. Et pourquoi, en fait, nous avons besoin de ce type d'approche pour faciliter et faire adhérer à la transition énergétique. Un tout petit rappel de la manière dont les choses se sont passées en termes d'environnement, puisque bon, je participe à ce ministère, pas depuis sa création, puisque je suis arrivé dans les années 80, fin des années 80, enfin qu'il n'avait pas beaucoup d'ancienneté à ce moment-là. Pour nous, autant la question sociale, ça fait 200 ans qu'on en parle, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même, ça commence à être un peu ancré, même si ça connaît aujourd'hui des régressions fâcheuses. La question environnementale, elle est née à peu près dans les années 60, au plein milieu des Trente Glorieuses. Il y a le Club de Rome qui dit croissance zéro, il faut faire attention, on est en train d'épuiser les choses. Et dans les premières années de ce qu'on a appelé à l'époque le ministère de l'impossible, celui de Robert Poujade, créé en 71, on a acquis, parce qu'il y avait une demande, parce qu'il y avait des prises de conscience, du traitement de l'environnement, du traitement des pollutions, du traitement de la gestion des ressources. Moi, quand je suis arrivé à Bordeaux en 81, mon premier dossier qu'on m'a donné, c'était pour le recyclage du verre. C'était totalement pionnier, enfin, personne n'y pensait. Les entreprises de verre disaient quand même c'est mieux, parce que ça nous fait économiser un peu d'énergie, ça déjà. Voilà, donc en 92, il y a eu un certain nombre de personnes, à mon avis assez géniales, qui se sont dit mais nous ne sommes pas là uniquement dans une perspective un petit peu culpabilisante judéo-chrétienne de donner une mauvaise conscience aux gens d'aujourd'hui, mais nous avons à bâtir une convergence entre les générations actuelles, les gens de maintenant, d'ici et de maintenant, et les générations futures. On peut mieux vivre aujourd'hui. Le troisième tournant, en peu de temps, c'est que dans les débuts des années 2000, c'est le tournant du GIEC. La prise de conscience du problème climatique. Début du ministère de l'Environnement, personne n'en parle. Les années 90, c'est encore très rare. À partir des années 2000, à partir du film d'Al Gore et autres, ça devient un sujet majeur. Et ça devient un sujet tellement majeur qu'il engendre, par contre-coup, dans notre pays, un processus de débat important, de prise de conscience majeure, de remue-ménage très très fort, qu'on appelle le processus Grenelle, dans lequel on a, pendant pas mal de temps, parlé énormément de tout ce qui pouvait être environnemental, non seulement le climat qui était devenu le problème principal, mais aussi l'ensemble des ressources. Chaque dossier a sa propre ingénierie, les choses sont traitées de manière fractionnée et de manière formatée. C'est-à-dire qu'on a d'excellentes politiques publiques ou d'excellentes initiatives privées qui se développent, mais chacune dans son domaine. Le domaine environnemental devient un domaine sérieux parce qu'il est traité par un certain nombre de techniciens qui appliquent des recettes et qui les appliquent à tous les territoires. Le problème, c'est que les territoires sont différents. Il faut donner la parole aux gens, là où ils sont, sur leur territoire. Et les gens, pour ces politiques descendantes et formatées, n'ont pas trop la parole. Et donc, ils se révoltent un peu. Pas seulement eux, leurs élus, mais les populations les soutiennent, ces élus, puisqu'ils sont élus, quand même. Et donc, ce qui se passe, c'est que on dit, mais ce sont des égoïstes. On revient au côté culpabilisant du début du ministère de l'Environnement. C'est là qu'intervient quelque chose qui opère une sorte de retour. Parce que les plus anciens se souviennent peut-être d'une émission de télévision qui a accompagné et un peu précédé la création du ministère de l'Impossible. Ça s'appelait la France défigurée. France défigurée. C'était quoi la France défigurée? C'était nous sommes en train de massacrer nos paysages. Un, les gens ont envie de s'impliquer. Deux, les gens sont sur des territoires particuliers, singuliers, dont ils ont choisi ou ils sont nés, peu importe. Mais avec les migrations de toutes sortes internes à la France, ils y sont de plus en plus, ils les ont parfois choisis, parfois subis. Ils ne comprennent pas l'ensemble des politiques qu'on leur met sur le dos de manière séquencée et de manière uniforme, quel que soit le territoire.
Et donc, on se retrouve devant une nécessité d'avoir un peu de sens global à cette transformation des territoires. Et le territoire, c'est un aspect des lieux, c'est une histoire, c'est une géographie, c'est un relief, c'est un ensemble, des ensembles végétaux, c'est une population qui agit sur ce territoire, c'est l'agriculteur, le forestier, le jardinier, celui qui construit sa maison. Et tout ceci fait un ensemble que l'on voit, que l'on perçoit, que l'on entend, et qui est un espace de vie, un cadre de vie, dans lequel des transformations se font jour, elles sont nombreuses, elles sont importantes, on a besoin de logements, on en construit, on a besoin de moyens de transport, un peu moins d'autoroutes qu'avant, mais peut-être un peu plus de transport ferroviaire. Tout ça engendre des transformations du territoire auxquelles les gens peuvent ou pas adhérer, dans lesquelles ils peuvent ou pas s'impliquer. Le paysage, la définition juridique du paysage qui a été mise en place par le Conseil de l'Europe, c'est partie de territoire tel que perçu par les populations et dont le caractère résulte de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations. Un peu compliqué, mais surtout la vision que la population qui perçoit le territoire a donc le droit de dire son mot sur ces transformations. Et il s'agit, en faisant des politiques de paysage, de guider et d'harmoniser les transformations sociales, économiques et écologiques. Et je dis qu'il faut que nous avons tout à gagner à ce que cette approche ne soit pas simplement considérée comme un plus esthétique ou comme un élément conservateur. C'était mieux avant. Ce n'est pas forcément mieux avant. On est en train aujourd'hui d'inventer un territoire nouveau qui correspondra justement à l'épuisement de cette ressource qui a été le symbole de ces années de productivisme. Et il faut qu'on choisisse ce que l'on veut faire. Il faut que les gens aient un droit, un cadre de vie de qualité, un droit au paysage. Aujourd'hui, la France moche, et mon Télérama se faisait l'écho il y a un an ou deux, en couverture, bah c'est aussi la France des pauvres. Il y en a qui peuvent choisir, d'autres qui ne peuvent pas choisir. Donc le paysage a aussi un aspect social. C'est toute la politique énergétique. La politique d'incitation à la production d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qu'on a fait? Puisqu'il y a un monopole de distribution par ERDF, on a fait un tarif de rachat. C'est-à-dire qu'en fait, on a rendu rentable, on a créé une niche dans laquelle, effectivement, un certain nombre d'entreprises françaises ou étrangères se sont engouffrées pour bénéficier de l'aubaine. Puisqu'on leur garantissait pendant, je ne sais plus, une décennie ou deux, qu'on leur rachetait l'électricité produite à un coût absolument tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? On a en France une extraordinaire centralisation de la politique de l'énergie. Ce n'est pas la peine d'aller chercher Gazprom, nous avons ce qu'il faut ici. Simplement, ce n'est pas avec du gaz, c'est avec du nucléaire. Peu importe, la production électrique, elle a une sorte de monopole absolu du nucléaire, public. Et puis elle a créé une petite niche d'un petit secteur privé, quand même assez confiné. Même il y a une filiale d'EDF qui fait de l'énergie renouvelable aussi, mais enfin, globalement, c'est du secteur privé. Un petit secteur privé, il est devenu un secteur mais d'une rapacité, d'une voracité, parce qu'il est justement protégé par ce tarif de rachat. Donc, fortune facile, fortune rapide, et on n'en a jamais assez. Donc on y va, on développe, et on sature, et on rend la chose insupportable parce qu'on fait n'importe quoi, n'importe où. L'implantation de l'éolien en France, c'est Madame Larousse. Je sème à tout vent. Et les petites choses qui tombent, on ne sait pas très bien où, on ne sait pas très bien pourquoi, si ce n'est qu'on a réussi à dire au maire, ça va vous apporter un petit quelque chose, et vous les mettez à l'extrémité de votre commune, comme ça vos habitants, électeurs, râleront pas trop. Voilà. Donc on a provoqué, par ce système de faux développement un peu Potemkin de l'énergie renouvelable, un système qui a provoqué de la part des populations concernées une espèce de rejet global. L'éolien en France, ça a passé du « on y va » à « on arrête tout ». Les lois font du yo-yo sur l'implantation locale de ces instruments qui ne sont pas plus moches en fait que les pylônes à haute tension qui faisaient le fond de l'affiche de Mitterrand en 65. On est dans un système totalement pervers d'une politique publique qui a complètement créé un système inverse de ce qu'elle attendait. On est pour l'énergie renouvelable, hein, ça, il n'y a pas de problème. Simplement, comme cette énergie provoque
de manière assez peu concertée et assez automatique des implantations un peu bizarres. Aujourd'hui, si on pose la question aux gens globalement, ils vont être tout à fait pour. Si on pose la question de savoir s'ils veulent un moulin comme ça à côté de chez eux, ils diront forcément non. Or, il y a sans doute des possibilités. Dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, on est systématiquement dans un projet de territoire avec un système coopératif de production d'énergie. On a heureusement dans certains coins de France des choses un peu équivalentes. Je pense au réseau des territoires à énergie positive, qui n'utilise pas simplement la production d'énergie renouvelable, mais tous les éléments à leur disposition. Je crois qu'il y a 2 TEPOS en Aquitaine, du côté des Landes, du sud des Landes et je ne sais plus où, peut-être l'entre-deux-mers. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on se réapproprie le débat sur l'énergie au niveau local. Et évidemment, je reviens à ma lubie du paysage, mais à ma facilitation des choses, là, pour le coup, l'implantation des dispositifs d'énergie renouvelable, photovoltaïque ou éolien, sont tout de suite beaucoup plus simples à approprier par les habitants et ils en font leur affaire. Et du coup, tout le monde est d'accord sur les modalités d'implantation et sur les lieux d'implantation, y compris parfois les voisins immédiats. Donc on a vraiment, par un système de politique publique incitative, avec arrière-pensée sans doute, mais assez mal évalué, créé un phénomène local, des phénomènes locaux de rejet qui n'auraient pas eu lieu d'être dans d'autres circonstances. Est-ce que vous avez un exemple, donc si je vous ai bien compris, d'accompagnement sur un territoire d'une transition énergétique? Un exemple positif. Un exemple tout bête. Décrivons un paysage de l'énergie. Le bocage. Le bocage, c'est fabuleux parce que c'est... parce que le bocage, on l'a éradiqué radicalement pendant toutes les années du pétrole. On a appliqué une solution finale à un linéaire de haies considérable. Et on a fait en sorte que ce soit en plus les gens du monde agricole qui le fassent. Ça coûtait un peu moins cher, mais Julien Lepard a bien travaillé là-dessus aussi pendant des décennies. Alors pourquoi un paysage de l'énergie, bocage? Parce que, et ça, je crois que ça se passe en Auvergne, il y a une association qui replante des haies. Et pour replanter des haies, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne commence pas par dire que c'est beau, même si ça peut... C'est beau aussi. Hein. C'est même un élément important d'attractivité touristique, d'attractivité ou de bien-être local de la part des gens qui vivent dans un système de ce genre-là. Mais elles disent aux agriculteurs à qui elles proposent ce genre de réimplantation, on vous garantit que la taille des haies, la taille régulière des végétaux, des arbres ou des buissons qui composent les haies, vont être récupérés par les chaudières bois, qui par ailleurs sont implantées par les collectivités locales. Là, on a un système territorial qui va vers une autonomie énergétique par un système de chaudière bois bien fichu, bien calibré par rapport à la production locale de ce bois issu des tailles de haies. Et en plus de ça, les haies, c'est très bien parce que ça provoque également de la connectivité écologique et ça provoque effectivement un territoire d'une qualité retrouvée. Donc il y a ça. On a aussi dans les Préalpes, un peu partout, il y a tout un chapelet de villages qui se sont lancés dans ce qu'ils appellent des centrales villageoises photovoltaïques. On dit village de caractère, toiture en ardoise ou toiture en tuiles romanes, mettre des timbres-postes sur les toits, c'est pas très beau et ça va enlever même un petit peu d'attractivité à ces villages. En même temps, quand on réfléchit avec les villageois et avec les hommes de l'art sur la manière d'implanter et sur le lieu d'implantation, et qu'en même temps les villages créent des sociétés coopératives d'intérêt collectif pour produire collectivement avec une souscription publique l'ensemble de ces panneaux solaires, là on a quelque chose qui est très fort, très solide, et qui fait de la production locale parfaitement intégrée à la société et à son environnement. Donc des solutions de ce genre-là, elles existent. L'éolien, même chose. Hein. On a en Bretagne toute une, je ne sais plus, dans les Côtes d'Armor, un système de production qui a été réfléchi, qui a été pensé avec tout le monde et qui est aussi en système coopératif de production. Donc on est vraiment il y a des solutions un peu partout, hein. Elles existent et elles sont très bien appropriées et sans doute assez facilement reproductibles. Mais la reproduction nécessite un peu de politique publique là aussi, ou un peu d'incitation. Et pour le moment, on n'a pas vraiment trop de signaux dans ce sens.